pour lancer les échanges. Peut-être pour commencer par Catherine. Je me demandais si vous pouvez peut-être revenir un petit peu sur la distinction que vous faisiez entre ce que tu avais appelé, je crois que c'était la représentation socio-écologique 1 et 2, la représentation socio-écologique 1 et 2. Tu insistais sur le fait que certains parlent d'une forme de société idéale, des choses comme ça. Est-ce que c'est la seule chose qui les différencie ou est-ce qu'il y avait. Est-ce que c'est vraiment ce critère-là que vous avez retenu? Et puis je me demandais aussi, on a commencé un peu à en parler en autre jour, mais c'était un peu de savoir, en fait, est-ce que cette question du parcours de l'étudiant, elle n'a pas un statut un peu particulier qui, en fonction des écoles, pourrait être vraiment influencée par les modalités avec lesquelles les étudiants en fait, sont dans des formes d'injonction à se trouver un projet professionnel qui, des fois, ça représente vraiment des heures estampillées dans leur curriculum de travailler leur projet professionnel. Et donc, de ce point de vue-là, les APE pourraient être, les aspirations professionnelles écologiques, sont finalement une réponse possible à une injonction qui, en soi, vient de l'institution. Est-ce qu'elles sont acceptées par l'institution? Enfin, voilà. J'avais cette première question-là, et puis peut-être, si on a le temps, je me demandais aussi est-ce que les étudiants qui formulent les APE, est-ce que c'est plutôt des bons élèves qui choisissent de bifurquer, ou est-ce que c'est plutôt des gens en rupture qui ont moins que les formes privilégiées qui pourraient être un peu d'étudiants ingénieurs? Est-ce qu'ils contestent ça, ou est-ce qu'au contraire, ils se décalent par rapport à un monde où ils étaient des poissons dans l'eau? Voilà pour Catherine. Pour Victoria, du coup, j'avais plein de questions. Je me demandais notamment, tu disais que les docteurs ingénieurs, c'est un espèce de phénomène nouveau, enfin, en tout cas qui prenait de l'ampleur, pardon. Je me demandais s'il ne faut pas y voir aussi comme l'héritage d'un statut qui a existé par le passé, qui est celui de l'ingénieur docteur, avec des tests spécifiques en 2 ans qui ressemblaient déjà un peu à des cibles quand on les regarde rétrospectivement. Du coup, je ne sais pas si on pourra revenir là-dessus. Et puis, je me demandais aussi, est-ce qu'il y a des aspirations à l'enseignement chez ces docteurs ingénieurs? C'est une question, il me semble qu'il avait déjà été documenté que pour rentrer dans la carrière, même académique, publique, des chercheurs en sciences dures, la recherche est vraiment l'activité principale et l'enseignement est beaucoup moins important par rapport à des structures, à des parcours qu'on va retrouver en SHS avec notamment les disciplines qui ont des agrégations. Effectivement, passer l'agrégation, c'est un critère pour rentrer après dans la carrière de recherche académique. Donc peut-être, ça m'intéressait de savoir est-ce qu'ils ont des aspirations à enseigner ou pas, y compris parce que dans les enquêtes que fait le ministère sur les doctorants, cette question de la pratique de l'enseignement, en fait, c'est une question qui n'est pas forcément toujours représentée, qui n'est pas toujours présente. Et on sent aussi quelque part l'injonction des pouvoirs publics, en fait, à dire non, en fait, la thèse, c'est pas pour aller chercher des postes dans le public, c'est pour faire d'autres choses, quoi. Et finalement, on peut dire qu'est-ce que discréditer la carrière publique là-dessus. Et donc, pareil, cette question d'enseignement. Et puis, je me demandais aussi par rapport à l'aspect de la rémunération, de la carrière, qui sont des éléments que tu es venu interroger. Est-ce qu'on ne pourrait pas les regarder aussi comme des formes de socialisation contrastée en fait, entre une socialisation d'ingénieurs, finalement cette question du salaire, pareil, qui est assez présent dans les écoles, qui vont avoir aussi des injonctions à maximiser leur salaire de début d'entrée dans le métier. Et à l'inverse, ce qui pourrait être une socialisation plutôt classique de la recherche académique, si on reprend Merton avec la question du désintéressement, est-ce qu'en fait, un scientifique qui parle d'argent, est-ce qu'il pense à d'autres formes de rémunération symbolique? Et du coup, j'aurais voulu savoir peut-être un peu comment tu vois ça, cette notion de parcours et finalement, cette socialisation qui peut être peut-être des fois un peu orthogonale, mais en tout cas frotter un peu entre une socialisation scientifique académique et une socialisation plus au niveau des ingénieurs et dans le milieu professionnel. Je ne sais pas qui veut commencer.
les représentations socio-écologiques 1 et 2, je crois que vraiment ce qui a marqué la différence, c'est vraiment, enfin je le disais tout à l'heure, c'est ça comme une forme de continuum qui va à la fois sur les points communs et les différenciations, qui amène vers des idéotypes. Il y a vraiment l'idée dans la première partie de ce lien qui émerge avec des questions sociales, des questions politiques, éthiques, tout en gardant cette dimension environnementale forte, alors que dans la deuxième, il y a à la fois des notions environnementales, écologiques, mais qui descendent aussi complètement de la partie, enfin, pour la plupart en technique, du moins, en tout cas, qui remet en question. Et c'est eux qui viennent créer, je parlais ce matin, l'utopie imaginaire, enfin, là, qui viennent dire, mais là, on n'a pas interrogé d'autres modes de fonctionnement, d'autres systèmes, la place de l'ingénieur dans la société, et aussi, on voit apparaître des mots comme décroissance, sobriété, qui n'étaient pas dans les autres modes de fonctionnement. Alors ensuite, sur le fonctionnement particulier des écoles, je vous disais qu'on a fait un premier travail sur, parce que là on s'est fait ce que peuvent être, ou pourraient être ces aspirations professionnelles d'écologie, en tout cas ce qu'elles sont dans le discours qu'on a recueilli, et comment on les a caractérisées. Sur la partie précédente, c'était le processus de développement de ces aspirations, et en fait c'est intéressant parce que tu parles d'injonction des écoles, et donc en creux, on avait commencé effectivement à parler de cette forme de sentiment de légitimité et puis de la légitimation par les institutions. Et en fait, ce que nos premiers travaux ont montré, c'est qu'un processus d'éco-socialisation se passe pendant la période de formation des élèves, souvent au sein des écoles, donc dans le curricula caché, mais dans le curricula prescrit, ces éléments, donc c'était 3 grands items, des entrepreneurs de cause qui font naître, germer des idées. Souvent, dans la génération actuelle, ils ont vu des conférences de Jean Gau sur Internet. Puis voilà, d'autres sont quand même allés voir d'autres, mais voilà, Jean Gau revient régulièrement. Il y a des conférences qui viennent dans les écoles. Et puis ensuite, il faut d'autres strates pour que ça se transforme en envie, aspiration. Et donc là, on parle de passeurs, des gens qui vont dire « Ah bah viens voir, il y a des assos qui travaillent là-dessus, etc. » Et puis, il y a la forme de légitimation dont tu parles et du sentiment de légitimité par les groupes de pairs. D'autres l'ont fait et on ne s'est pas fait taper dessus. D'autres ont eu un travail grâce à ça. Viens voir, on s'amuse bien et on arrive encore à être ingénieur. Tout ça fait. Et en fait, du coup, cette année, elle n'avait pas du tout de. Enfin, elle ne venait pas pour les gens qu'on a rencontrés là-dessus. Il se trouve que dans la deuxième école, le processus de formation aux transitions socio-écologiques était émergent. Et donc, on voit comment les écoles liées à des injonctions, elles, institutionnelles, macro, la CDI, voilà, les techniques de rapport Gisèle, etc. Et quand même, la médiatisation de toutes ces des bifurcations fait qu'ils s'en saisissent et commencent à mettre des choses dans les écoles. Il faudrait retourner sur l'outil longitudinal, voir ce qui se produit dans cette école, est-ce qu'on est sur les mêmes processus, est-ce que. Et c'est là où on interpelle les écoles. Est-ce que si l'on sait qu'aujourd'hui c'est un enjeu sociétal, mais aussi pour les entreprises qui recrutent, etc., est-ce qu'aujourd'hui ils doivent ou pas s'en saisir et de quelle manière de ce processus d'éco-socialisation? Et puis finalement, pour les élèves et des formes privilégiées ou des statuts privilégiés qui permettraient, qui autoriseraient la bifurcation, et ben, je remercie Nathan, parce qu'on a fait un petit début de partie quanti et analyse des profils socio-économiques, autrement je t'aurais dit je sèche. Et en fait, on a, pour la partie de la troisième aspiration professionnelle, en plus de lecture, 2 types de profils, ceux qui sont dans des situations privilégiées au niveau socio-économique, qui se sentent très à l'aise. Mais on a aussi, j'allais dire un groupe, je ne sais pas, il faudrait après que cette étude soit, d'ailleurs c'est une des ambitions de l'Observatoire, de faire une étude plus quantitative sur différents types d'écoles et avec un plus grand nombre d'élèves, par questionnaire. Mais on a aussi des étudiants qui justement ont déjà vécu l'ascenseur social en arrivant en école d'ingénieur, donc ils ont coché les cases pour leur famille, leurs parents, pour le statut social, et donc se permettent de bifurquer ou s'autorisent à se sentent légitimes parce que voilà, ils se sentent pas en difficulté.
D'ailleurs, Catherine, tu réponds un peu à une des questions qu'on avait sur le chat, une question de Cyprien qui disait comment les trois idéotypes dégagés varient-ils avec des variables de genre et d'origine sociale. Et bon, poursuivre juste ce que tu viens de dire, est-ce que les questions de genre, là vous n'avez pas un gros échantillon, alors on est l'identification, il y a des genres, en termes de genre, en termes de comme on le disait, de statut diplômé, non diplômé, et de profil socio-économique, mais sur 20, vous vous doutez bien qu'on va y parler de tout, mais c'est un échantillon de convenance. On n'est pas encore allé creuser cette question-là, et c'est intéressant de vivre la parenthèse, moi je vais prendre ta communication, parce que pour avoir travaillé sur le doctorat aussi avec les ingénieurs de docteurs, la question de genre a été très forte. Donc oui, on va aller la creuser. C'est à nouveau, on a commencé, là par contre j'ai moins d'aisance à en parler, parce qu'on a commencé à poser avec Cécile, qui est spécialiste de ces questions-là, sur l'injonction aux femmes de faire le sentiment d'injonction, parce qu'on est dans le care et dans l'environnement. Mais c'est vraiment des hypothèses à l'époque. Et juste pour reprendre aussi un point qui est dans le chat où quelqu'un a demandé ce que signifiait RIT, et Émilie Haché, qui est donc coordinatrice de l'OLC qui est en ligne, a dit c'est recherche sur l'insertion des ingénieurs dans la transition écologique et sociale. Voilà, quand on doit créer des acronymes de projets financés, on et comme quelqu'un me demandait, je prends la parole. Ça suscite plein de pistes. Alors, sur le statut d'ingénieur, des docteurs ingénieurs, le statut d'ingénieur doctorat, les premières enquêtes historiographiques qui s'intéressent quand même à comment est-ce que le doctorat a refusionné pendant un siècle, dans le XXe siècle, ça montre bien quand même qu'au départ, les différents doctorats n'étaient pas du tout égaux entre eux. Donc, je ferai l'hypothèse, sans trop savoir, que ça devait être un sous-doctorat à l'époque, je pense. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que effectivement, ils vont se mettre dans le moule du doctorat tel qu'il est pensé comme étant de l'excellence par la recherche, etc. En tout cas, c'est ça qui est vendu dans les installations de politique publique que j'ai commencé un petit peu à explorer. En fait, parce que par ailleurs, il y a une autre incitation qui existe, qui est celle à la BAE, en disant les ingénieurs en entreprise, faites un doctorat en BAE, et comme ça, on aura plus, vous aurez quand même une culture de recherche, et surtout les entreprises vont dire que vous avez des docteurs, vous faites de la recherche. Donc peut-être que ce serait plus équivalent à ça, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai trouvé qu'il y avait quand même, et ce serait vraiment hyper intéressant de voir qui, du coup, effectivement, à l'intérieur des entreprises va demander des thèses en BAE. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a un peu une spécificité de la sortie d'école, et de se dire, ok, à la sortie d'école, je choisis d'aller faire un doctorat plutôt que de rentrer en entreprise tout de suite. Mais voilà, je connais pas assez bien les archives pour savoir est-ce que c'était des gens aussi que en sortie d'école qui faisaient ces doctorats spécifiques. Sur l'enseignement, c'est une bonne question, c'est-à-dire effectivement qu'est-ce qu'ils reprennent en fait. Est-ce qu'ils reprennent qu'une partie du diplôme, est-ce qu'ils reprennent toute la formation à la recherche publique? Alors ceux que j'ai rencontrés, en tout cas là, ces quatre larrons, ils enseignent. Ils sont dans des laboratoires. Dans des laboratoires universitaires, donc plutôt cette culture-là d'aller enseigner. Mais après, de fait, ils n'en parlent pas trop en quotidien. Donc peut-être que c'est effectivement pas si important pour eux que ça dans la manière dont ils font de leur métier de travail. C'est peut-être ça la première piste. Et oui, de toute façon, c'est toujours un peu le paradoxe, c'est que c'est la recherche qui est le truc le plus valorisé parce que c'est ça qui fait les critères pour du classement international, mais heureusement, on serait bien en peine si les doctorants donc voilà. En tout cas, c'est peut-être une piste intéressante pour aller regarder quitte à faire une thèse, et si on sait qu'on va faire une thèse pour faire une intervention, qu'est-ce qu'on arrive à choisir ou pas dans les programmes de la carrière. Je trouve que intéressant de regarder ça, même si pour la piste. Et sur la rémunération, en fait, ce qui me semble intéressant, c'est que pour moi, la socialisation d'ingénieurs, en tout cas, elle reste, c'est celle qui va rester dominante. Elle ne va pas coexister totalement avec celle de la recherche publique. Et du coup, c'est plutôt, je le décris un peu plus dans le papier, mais assez rapidement, je n'ai pas tout dit à l'oral, mais effectivement, il y a aussi le côté où les conditions, on aurait bien conscience que les conditions d'emploi sont assez mauvaises en thèse, en tout cas par rapport à ce qu'ils auraient pu attendre. Et du coup, si c'est compensé par les conditions de travail, ça va.
Typiquement, les deux qui sont en cifre, ils ont un salaire plutôt confortable dans le grand groupe, enfin, c'est des cifres qui sont bien au-dessus du minimum qui était 1800 € à l'époque de l'enquête. Donc, en tout cas, ils ne se plaignent pas du tout de la question du salaire, même si finalement ils disent bon, voilà, on attend quand même qu'après ce soit mieux. Alors que nous, en fait, qui n'a pas un contrat chiffré, qui n'a un contrat de droit public, elle, du coup, vu que ses conditions de travail sont mauvaises, en fait, elle ne va pas du tout voir un intérêt pour être dans cette situation, parce que non seulement elle a un mauvais salaire, mais en plus, elle n'a pas du tout eu l'espace qu'elle espérait en fait, avec la thèse par rapport à ce qu'elle aurait pu avoir en entreprise. Elle m'a dit, en fait, je fais le travail d'un ingénieur, mais avec un SMIC. Voilà, je pense que c'est ce genre de. La socialisation, elle est activée par le fait de se dire si finalement j'ai bien gagné sur les conditions de travail, dans ce cas-là, j'ai le droit de montrer que j'avais des conditions de travail. J'aurais tendance à répondre là-dessus. Et sur le genre, je peux se poser aussi la question de fait avec les personnes absolument. Mais en fait, ce qui est plus intéressant, nous en tout cas, ce qui est évident, c'est que par contre, sur nos régimes migratoires est super important. Sur la manière dont on investit, et c'est sûr. Alors, après, est-ce que ça se parle aussi avec le genre de type, voilà. Parce qu'en fait, il y a aussi les frères qui sont plutôt informatiques et etc. Donc, pour les grands eux, ils n'ont pas fait en sorte de sauver le système d'origine, comme la cybersécurité, elle le fait. Peut-être qu'ils vont un truc avec un peu là-dessus. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, je vais juste regarder celle du chat, parce que vous avez la parole juste après. Donc, alors, dans le chat, on a une remarque notamment de Laurent Maillot qui signale que sur le site web du CNAM, il y a quelques témoignages sur les thèses en VAE et comment tout ça procède. Une base pour aller regarder ça. Il y a une question pour Catherine. Celle-là, on l'a déjà faite. C'était comment Ah oui, si oui, peut-être pour Catherine, une question qui interrogeait plus la méthode, comment est-ce que vous avez structuré ces dimensions-là, comment ils sont arrivés pour construire vos idéologies. Benjamin demandait plutôt à Victoria, est-ce que les enjeux de transition écologique, c'était des choses qui étaient présentes dans leur sujet de thèse, est-ce que c'était présent chez leurs commanditaires, ou est-ce que c'est venu par eux-mêmes ou uniquement il citait que le passage par le doctorat semblait important, notamment dans le domaine de transition écologique. Notamment, et ça ressortait dans les chiffres sur les thèses, c'est assez présent dans ces domaines-là. Il me semble que c'est pas mal de thèses de label, notamment dans des situations comme ça. Et après, il y avait des questions de Dominique. Il disait que le travail, de se replonger dans une thèse finalement au-delà de la sortie d'école, c'était finalement assez rare. Est-ce que c'était le cas aussi que tu as pu voir dans les armes du terrain aussi? Est-ce qu'il y a des recherches là-dessus? Est-ce que c'est une bifurcation qui arrive plus tardivement? Enfin, voilà, je me demandais comment ça émerge. Est-ce que ça se retrouve dans des domaines particuliers? C'était l'environnement, par exemple. Et donc, je vais vous proposer, alors il y avait Émilien et je crois que totalement le poser la question. Je m'appelle Barbara Larton, je suis enseignante-chercheuse à Bordeaux-Saint-Saguin. J'avais une question plutôt pour Catherine. En discussion, vous soulignez le rôle des institutions scolaires pour accompagner le développement des institutions professionnelles et écologiques. Et je me demandais si vous avez rencontré qui s'exprimaient là-dessus, parce que moi, ça fait des choses dont on parlait avec mes propres étudiants. Et voilà, je fait que verdissement apparent des enseignements, mais finalement, monter aussi pour l'institution de contenir aussi la planification, quelque chose de contention, c'est de longue réalité. Non, je ne sais pas. Voilà. Jacob, maître de conférence à l'université de Caen. Alors moi j'ai une question
question pour vous deux, parce que là, en ce moment, je suis en train de préparer un cours sur discours et identité professionnelle, qui sont des questions c'est toujours tout le du bar. Et donc, moi, je me posais la question de, par rapport à la notion de transaction identitaire, il y avait commencé à se poser la question par rapport à quand ils sont en école, et cette transaction ne vient pas plus du point de vue de l'institution, est-ce que ça génère c'est plus principalement dans le contexte du travail, est-ce que ça génère des tensions, qu'est-ce qui se passe au niveau de plus de cette transaction-là par rapport à des enjeux écologiques, par rapport à des idées de valeur, etc. J'essaie de reprendre les choses dans un sens intelligent. Est-ce que les enjeux de transition écologique sont présents dans les commanditaires? En tout cas, c'est pas comme ça qu'ils font sens du fait que ça émerge. Sur deux personnes, en tout cas, chez la doctorante qui travaille à la journée d'école, c'est elle qui, de toute façon, dès son stage d'études, va choisir des laboratoires où c'est le cas, donc c'est elle qui fait ce choix-là. Chez le doctorant qui parle du fait qu'il change de regard sur son sujet de thèse, probablement que ce grand projet écologique doit avoir des politiques de transition énergétique. En tout cas, c'est pas, il ne dit pas que c'est grâce aux ingénieurs de son département R&D que la question se pose. Il me dit plutôt que c'est en fait, dans l'entretien, en fait, je lui demande comment est-ce qu'il présente sa thèse à ses amis. Je trouve une façon un peu intéressante de voir qu'est-ce qu'ils assument ou pas en fait aussi. Et il me dit justement en fait qu'il a un peu honte maintenant de parler de dimension applicative parce qu'il a des amis beaucoup. Donc pour le coup, là c'est plutôt les pères qui jouent dans cette prise de conscience. Et après, en fait, est-ce que après sur la sortie d'école, donc moi je ne sais pas du tout, je ne sais pas, est-ce que les gens qui se replongent dans une thèse après la sortie d'école le font forcément en VAE, ou est-ce qu'ils arrivent à retrouver des contrats? On sait que c'est toujours compliqué en fait, de toute façon de faire un gap entre guillemets, de se retrouver dans une thèse classique quand on n'a plus les entrées dans les laboratoires, etc. Donc je ne sais pas si ça se fait dans des domaines particuliers, si ça concerne tout le monde. Ça faudra regarder en tout cas en enquête du CUS du ministère, c'est pas du tout mentionné. Et après, effectivement, sur la question de est-ce que c'est important pour les domaines de transition écologique, en fait, il y a cette idée, en tout cas, sous certains maires, qu'à un moment donné, les entreprises vont se rendre compte que le doctorat c'est vraiment bien et qu'ils vont le valoriser chez les personnes qui recrutent. Apparemment, c'est souvent pas fait. Peut-être que c'est plus le cas, effectivement, dans des domaines de transition écologique parce qu'il faut avoir des compétences plus spécialisées ou qu'on considère que les écoles n'ont pas toutes les connaissances, je ne sais pas. Donc, effectivement, il faudrait voir. Il y a un projet au ministère de faire j'ai honte de le dire tellement le mot bizarre, mais un indicateur d'intensité du doctorat. Donc là, il faudra voir est-ce que l'indicateur d'intensité de doctorat est plus fort dans ces entreprises de transition écologique. Donc, on peut faire plus de recherche dans ces entreprises-là, ça pourrait être intéressant de voir à ce moment-là. Et en tout cas, chez les personnes que j'interroge, sur la dernière question, il n'y a pas vraiment des questions de. Il n'y a pas trop de questions de tension à ce moment-là, parce que, comme je le disais, les gens que j'ai rencontrés, en tout cas, étaient encore dans une conception assez techno-solutionniste. Ils ont quand même choisi des thèses où il fallait faire des traits très classiques en sciences de l'ingénieur, où il faut faire une technologie à la fin. Il faut faire une technologie qui soit implémentable, donc peut-être qu'elle va rester dans des cartons, mais il faut qu'elle serve à quelque chose. Donc, en tout cas, à ce stade-là, ça ne gêne pas. J'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui est concerné spécifiquement. Sauf ce doctorant qui se dit avec sa souffrance, donc finalement ça sert à rien, mais en fait c'est pas grave parce qu'il a un postdoc qui est déjà prêt, il a probablement des choses. Et il y a probablement des doctorants qui sont mal dans leur thèse. En tout cas pas les bons. Sur les thèses longtemps après la sortie d'école, Claire Leonard nous suggère, je connais surtout des personnes qui ont fait des thèses en passant à temps partiel, en parallèle de leur travail ou avec ou sans arrangement avec l'entreprise. Ça c'est pour les thèses en sciences expérimentales. En sciences humaines et sociales, en sciences d'éducation, on a énormément de gens qui arrivent en thèse à 50 ans, à
60 ans, une étudiante qui a 60 ans. Donc c'est des situations différentes. Et sur le chat, on a aussi Dominique qui dit que l'expérience croisée avec le constat d'impuissance éprouvée même en situation de manager, c'est souvent un bon aiguilleur pour la transition écologique et sociale. C'est ce qui suggère, je crois qu'il y a une question, il y a un autre message. Ah oui, ce que dit Claire, c'est que les personnes qu'elle connaît sont des gens partis en SHS. En effet, donc on voit plus des tests tardifs en SHS. Voilà, je relaisse le micro. Du coup, je profite de raisonner avec ce que tu viens de dire sur créer du sens pour répondre d'abord à la question sur la construction identitaire, notamment la construction identitaire professionnelle. Je crois que de toute façon, en tant qu'être humain et social, on crée du sens à ce qu'on fait. Et donc, effectivement, après du large, j'aurais tendance à dire, moi, ce qui m'a éclairé, c'est le travail de Martha Calvary et Étienne Bourgeois sur les tensions identitaires et les stratégies identitaires que ces individus développent pour créer du sens et pour se permettre à un moment donné de se dire quand c'est pas trop mal, en fait c'est super bien, et puis quand ça va très mal, se dire bon, ça va pas du tout. Mais si je suis claire, mais en tout cas, c'est vraiment ce que je reçois et que je fais sur pas mal de travaux sur ces constructions identitaires professionnelles, c'est comment on va trouver des stratégies pour que ce qu'on a fait et ce qu'on vit fasse sens et ne soit pas trop une tension identitaire insoutenable. Or, on dit que c'est une situation de rupture et pas que professionnelle, mais émotionnelle et morale. Et du coup, ça me fait vous dire aussi que, quand vous parlez un petit peu aussi en amont, ça va devoir nous demander de questionner pour notre échantillon et pour la suite de l'étude la partie des jeunes élèves diplômés qu'on interviewe et qui donc recréent du sens après coup par rapport à des jeunes élèves qui sont en train de vivre cette situation. Et donc là, il se trouve que j'écoutais un psychologue sur un podcast hier dans le train et qui parlait de ce no sense, et je pense que c'est intéressant d'aller se dire, en plus je l'interroge sur le fait de revenir me raconter comment il fait sens et comment en situation on crée une forme de stratégie identitaire pour donner du sens. C'est un parcours qu'il est en train de m'annoncer comme hyper positif ou comme négatif. Voilà. Ce qui me vient à cette question. Sinon, pour la méthodologie, merci pour la question, parce qu'effectivement, avec le temps qu'on travaille, j'ai zappé ce paragraphe que nous avons co-construit avec des collègues. Donc, en fait, on a fait bien des analyses de contenu thématique par entretien, puis transverse aux entretiens. On a repéré 6 thématiques par les analyses, et donc ces 3 dimensions, après, elles se sont basées sur l'idée d'aller regarder dans ces thématiques ce qui relevait du problème, de l'identification d'un problème écologique, de solutions vues comme possibles pour la dimension 2, et puis de l'incidence sur le projet professionnel. Donc voilà, donc vraiment des analyses thématiques de banlieue un peu classiques. Et pour la partie rôle des institutions scolaires, oui, on entend nous ici, les jeunes, pour l'enquête, et puis aussi en dehors, parce que je suis assez loin de chercheur en école d'ingénieur, en sciences humaines, et alors, il y a ceux qui parlent du greenwashing, du verdissement, etc., mais il y a aussi des jeunes, je parlais de la deuxième école, où on a développé un dispositif expérimental, et qui viennent nous dire, c'est déjà bien, mais en fait, on fait le cours, on fait la phase du climat, on fait le cours sur les limites planétaires et les cours d'éthique, puis après on va en cours de matériaux, des fluides, et ils ont pas changé une ligne du cours. Alors c'est pour ça que je me disais, c'est intéressant d'aller voir plus loin, parce que cette école, après l'expérimentation, s'est dit qu'on va mettre 40 heures de cursus par année dans le tronc commun. C'est très différent de ces émotionnels, etc. C'est pas intéressant de voir les discours ensuite de lieu, oui, on entend ce genre. On a le temps pour une dernière question. Dans la salle, peut-être. Oui, ça va. Et il restait une dans le chat qui était conditions de travail mauvaises. Victoria, qu'est-ce que tu voulais dire? Pierre Mondiero qui précise. Là, c'était les conditions d'emploi mauvaises. Les conditions d'emploi mauvaises, c'était le salaire. Les conditions de travail bonnes, c'était plutôt effectivement bien avec une test pour avoir de la liberté, pas avoir un manager et pour être créatif. C'est ça la question.
les conditions de travail du groupe, par exemple, sont très bonnes non plus, peut-être ça s'ajoute. Mais en tout cas, elle parle surtout des conditions d'emploi dans cet aspect-là par rapport à ses collègues ingénieurs. Bah parfait, on est dans les temps, pile poil. 15 minutes, c'est l'heure de la pause. Et on